Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la VAR Actu. Nous sommes ravis de vous retrouver après l'interruption de la semaine passée pour cause d'Afrobasket dont Reflet TV était diffuseur officiel. J'espère d'ailleurs que vous avez pu suivre en direct sur nos antennes le sacre de nos jeunes éléphantaux U18. Un grand bravo à eux. Au menu de ce soir, 3 sujets. Tout d'abord, l'orpaillage illégal qui continue de faire débat. Un débat qui s'est déplacé désormais sur les origines du phénomène avec la passe d'armes entre le journaliste André Silver-Conan et l'ancien ministre Alain Lobognon. On verra ce qu'il en est. Ensuite, nous parlerons d'un nouveau communiqué du RHDP en réponse à de nouvelles accusations contre le gouvernement ivoirien, venant cette fois du Parlement européen. Les accusations sont-elles justifiées? Le parti au pouvoir est-il la voix la plus habilitée à se prononcer et quelle est sa ligne de défense? Nous verrons ça tout à l'heure. Et pour finir, nous aborderons le sujet de l'excision. En effet, une vague de publications vantant les mérites de cette pratique reculée a tenté de prendre et de s'imposer sur les réseaux sociaux durant ces derniers jours. Qui sont les instigateurs de cette campagne pro-excision? Quels sont leurs objectifs? Et surtout, on verra dans le détail la réaction des Ivoiriens. Installez-vous confortablement, la VAR Actu, ça commence maintenant. Dans le cadre des débats sur l'orpaillage clandestin, notamment sur l'origine du phénomène, le journaliste André Silver-Conan, dont la ville d'origine Bokanda est une des plus durement touchées actuellement par ce fléau, notamment parce que dans une dépêche de l'AIP, la SODECI informait qu'elle était en incapacité d'approvisionner aujourd'hui en eau potable cette ville à cause de la pollution importante du fleuve Nzi. C'est sur le plateau d'NCI 360 qu'il a parlé de sa thèse, notamment sur les origines du phénomène. On regarde. En réalité, l'orpaillage clandestin est aussi un avatar de la rébellion. C'est aussi un avatar de la rébellion. Parce que pendant la rébellion, c'était les commandants de zone entretenaient donc des sites d'orpaillage dans les zones sous contrôle de la rébellion. Et cela constituait une manne financière pour eux. Mais quand la rébellion a pris fin avec l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir, mais ces orpailleurs tu descendais du septentrion, donc au-dessus du septentrion ivoirien, donc du Mali, du Burkina et autres, mais ils ont commencé à affluer vers le sud. Voilà, et donc aujourd'hui, c'est un problème de sécurité, c'est un problème de santé. Et moi, personnellement, je m'étonne qu'il n'y ait pas de résultats, par exemple, d'examens, des résultats de recherche et autres, mis à la disposition du grand public. Suite à ces propos, la réaction la plus significative est venue d'Alain Lobognon, ancien ministre, qui ne rate absolument aucune occasion de défendre et de présenter l'ancienne rébellion, non pas comme un simple mouvement de libération, mais justement, il évite qu'elle soit présentée comme un énième groupe armé insurrectionnel qui aurait, par ailleurs, mis en coupe, réglé toute la zone dite zone CNO qu'ils ont dirigée durant 8 ans avant l'offensive finale sur la moitié sud du pays, alors qu'il est présenté évidemment notoirement comme un cadre de cette rébellion. On regarde sa déclaration et on se rend compte que si on prend rendez-vous pour un débat contradictoire comme il l'a fait avec le journaliste André Silver-Conan, que finalement le débat n'a pas eu lieu, c'est peut-être parce que justement il y avait un manque d'arguments, parce que malgré les dénégations de M. Lobognon, quand on regarde les nombreuses sources documentées sur le trafic qui a pu perdurer durant cette période du conflit, on se rend compte qu'il y a suffisamment de sources et en plus la logique des conflits modernes vient valider aussi l'évidence de ce trafic. Que ce soit, quelles que soient en fait les zones de conflit, que ce soit au Mali actuellement avec les ventes de bétail faites par les djihadistes pour justement financer leur activité, que ce soit entre 1989 et 2003, les guerres civiles qu'il y a eu en Sierra Leone et au Libéria, où justement il y a eu le trafic de diamants qu'on appelait les diamants de sang, que ce soit actuellement en RDC avec le M23, on sait qu'il y a des trafics de coltan et même
au Soudan avec les forces de soutien rapide qui financent leur activité militaire, notamment avec le trafic d'or en direction des Émirats arabes unis. Et là, c'est confirmé par des rapports d'experts de l'ONU. D'ailleurs, ce sont ces rapports qu'il suffit de lire pour comprendre de nombreux rapports, notamment qui ont été faits en 2014, rapports qui sont des rapports d'un comité de conseil de sécurité créé à partir de la résolution 1572 qui concerne la Côte d'Ivoire. On en voit une à l'écran. Et dans ces rapports, plusieurs points épinglent justement des cadres de la rébellion, des cadres militaires en l'occurrence. On peut regarder par exemple sur le document S 2014-266. On voit qu'en paragraphe 7, les experts de l'ONU disent avoir établi que les diamants qui provenaient des zones de conflit en Côte d'Ivoire ont aidé à financer les capacités militaires des COMZONE, notamment à Séguéla. Le groupe précise aussi que ces trafics ont été faits en toute violation de l'embargo sur les diamants qui avait été décidé en 2006. Dans le paragraphe 62, on apprend que les revenus qui découlent notamment de l'exploitation et du commerce illicite de nombreuses ressources naturelles, dont l'or, ont été utilisés par les deux parties pour acheter des armes, mais aussi pour financer le conflit depuis le début. En paragraphe 63, on apprend qu'à l'issue de la crise post-électorale de 2010-2011, les forces nouvelles ont étendu leurs modalités d'action économique et notamment les trafics de ressources naturelles du nord vers le sud de la Côte d'Ivoire. Et sur le paragraphe 64, c'est bien précisé que la majorité des transactions étaient effectuées en espèces et que les experts ont pu avoir des informations qui parlaient de vastes réserves d'espèces qui étaient donc détenues dans des maisons et des entrepôts qui appartenaient ou qui étaient sous le commandement de ces commandants de zone et qui étaient soit utilisés pour des achats divers, mais aussi passés en contrebande dans de nombreux pays de l'UEMOA. Dans le paragraphe 93, c'est précisé que les villes de Bouna, Doropo, Teini étaient occupées dès 2002 par les forces nouvelles et que celles-ci y ont exploité des ressources minérales. Et là, on précise vraiment qu'il s'agissait notamment d'or, surtout pour la ville de Doropo, qui était un des sites les plus rentables. Ce site était destiné, en tout cas dirigé par l'ancien commandant Feu Ouattara Isiaka Di Ouattao, et ça c'est au paragraphe 95 qu'on le voit. Et il n'est pas le seul qui est mentionné nommément dans ces rapports. Il y a aussi l'Océnie Fofana qu'on voit au paragraphe 69. D'ailleurs, il y a des images qu'on peut voir de sites d'orpaillage, notamment à Tortilla. Pareillement, le frère de M. Ouattao, donc Moro Ouattara, est aussi épinglé par ces rapports, notamment dans la zone de Bouna, où on dit qu'il est incontestable et manifeste qu'il est justement continué à exercer son influence économique à la fois sur la ville, notamment à tout ce qui a trait à l'extraction illégale d'or. Pareillement, dans le paragraphe 303, le groupe des experts affirme avoir obtenu des informations de plusieurs sources concordantes qui faisaient en sorte que M. Fofié Kwaku, qui était le commandant de la FRC de Korogo, justement blanchissait de l'argent à travers le secteur de la construction. Et cet argent provenait, bien évidemment, selon eux, de ressources naturelles, notamment l'or. Donc, quand on regarde toutes ces informations et tous les travaux de recherche qu'il y a eu aussi, notamment les travaux du docteur Constant Soko, qui a démontré que ce trafic avait lieu depuis 2002. On peut écouter aussi justement le professeur Bena Osei-Yapo, actuel directeur du CIAPOL, qui justement expliquait que depuis 2013, son organisation avait déjà tiré la sonnette d'alarme, notamment en ce qui concerne la période d'occupation et les zones d'administration de l'ancienne rébellion. On va regarder justement très rapidement ce qu'il disait à ce sujet. En 2013, lorsque nous avons fait l'inventaire, je dis bien nous avons fait l'inventaire des sites d'orpaillage, parce que notre mission c'est d'informer l'État de Côte d'Ivoire sur les situations, les problèmes liés à l'environnement. Et c'est l'État de Côte d'Ivoire qui prend les décisions pour nous accompagner dans la résolution. Alors en 2013, j'ai dit nous avons fait l'inventaire des sites d'orpaillage qui étaient localisés d'abord au niveau du nord de la Côte d'Ivoire. Au vu de toutes ces informations, on pourrait s'interroger sur les raisons pour lesquelles M. Lobognon rue ainsi dans les brancards et essaie effectivement de dénigrer à la fois des rapports qui sont des rapports des Nations Unies, mais aussi les travaux de recherche ou toute autre information, notamment venant des témoignages des personnes vivant
dans ces zones CNO, au point justement hein, d'essayer de faire passer M. André Sylvain Conan et sa thèse pour farfelu, alors que la situation est de plus en plus alarmante. On a pu entendre notamment M. Oseyapo, directeur d'ICIAPOL, le dit très clairement. Il a dit que la situation est beaucoup plus alarmante qu'on ne croit, puisque selon l'expert qu'il est, la plupart de nos produits vivriers, notamment le riz, le manioc, qui rentrent dans la fabrication de la ticket nationale, sont des cultures qui absorbent de façon beaucoup plus importante les métaux lourds, le mercure, le cyanure et le chrome, et qu'il est à penser que justement notre alimentation en Côte d'Ivoire est déjà impactée par ces métaux lourds. Et d'ailleurs, ça permet je pense, cette information de prêter l'oreille de manière beaucoup plus intéressante aux alarmes qu'ont déjà mentionné les oncologues, les spécialistes du cancer en Côte d'Ivoire, qui parlent et qui chuchotent, bien évidemment, parce qu'il est assez difficile aujourd'hui d'affirmer les choses de façon claire, mais ils chuchotent, en tout cas sur les statistiques de cancer en Côte d'Ivoire, notamment des cancers pédiatriques. Et il est important de regarder aujourd'hui avec un peu plus d'humilité cette question et se demander si, très clairement, on ne devrait pas passer à une autre étape de la gestion de cette crise. Bien évidemment, le communiqué du CNS du 23 juillet 2027 a délié les langues du côté des défenseurs du régime. Aujourd'hui, ils se permettent, en tout cas, ils disent très clairement qu'il faut attaquer le problème en face. Mais malheureusement, ils n'osent pas, en tout cas, accuser directement le gouvernement ou son chef, parce que comme face au débat sur l'éducation nationale, ils orientent leurs critiques vers les parents d'élèves ou les enseignants. Quand il s'agissait du remblaiage illégal de la rue Guinée-Brié, ils pointaient du doigt les chefs de village. Dans le cas de l'orpaillage, ce sont aujourd'hui les chefs de terre, les populations, mais aussi une frange, en tout cas, des orpailleurs étrangers qui sont amenés justement jusqu'en Côte d'Ivoire pour opérer ce trafic. On a pu voir d'ailleurs le ministre de la Communication lors d'une audience publique parler de tous coupables. Bon, évidemment, les arrestations qu'on a pu observer déjà dans les cadres de l'administration, notamment préfet, sous-préfet ou même dans les forces de sécurité, démontraient clairement que la responsabilité, la première des responsabilités est celle de l'État avant tout, et que c'est à lui, en tout cas, de mettre en place ce qu'il faut. Et pour terminer, même si le CNS se félicite des opérations du groupement de sécurité, le GS Loi, le groupement de lutte contre l'orpaillage illégal, au vu des résultats, on peut parler d'inefficacité. Ça semble nous faire penser justement au travail qu'avait fait la brigade de lutte contre le remblayage illégal, qui n'avait pas vraiment, depuis sa création, permis d'arrêter le remblayage sur la Guinée-Brié. On va d'ailleurs regarder une courte vidéo qu'a publiée très récemment le journaliste Noël Conan sur la question. Et vous voyez, ça, c'est justement malgré l'arrêté qu'avait pris le Premier ministre, la note de service plutôt qu'il avait pris, qui ne semble justement émouvoir même pas les trafiquants de notre lagune ébriée. C'est exactement ce qui se passe avec l'orpaillage. On nous donne régulièrement les chiffres de l'opération de déguerpissement des sites. Mais il serait assez intéressant de regarder cette fois les chiffres des sites qui sont nouvellement identifiés et les séparer des sites qui étaient précédemment déguerpis pour qu'on arrive à regarder l'efficacité des opérations, savoir si effectivement les sites qui ont été déguerpis une première fois ne le sont pas une deuxième fois et recolonisés par les orpailleurs, parce que justement il y a une vidéo qui a circulé où on voit un jeune orpailleur justement, il dit très clairement que la gendarmerie est déjà passée et avait déjà fait des dégâts sur leur site. On regarde. Ah, ça, parce qu'à tout le monde nous a montré ça encore. Ouais, est-ce que quand il y a un tourné pour nous aider, on doit montrer ça même, mourir même, voilà. Ça veut dire qu'on a arrêté le travail, mais c'est pas. On regarde aussi sur cette vidéo, on remarque sur cette vidéo d'ailleurs que lorsque les matériels sont détruits sur les sites d'orpaillage, ils sont laissés comme ça à la merci de tous. Ça peut aussi justement créer une source de pollution. C'est à se demander hein, si on ne fait pas exprès de nous endormir sur cette question, alors qu'on chante chaque jour la maestria en termes de défense et de sécurité de ce gouvernement, l'indice de sécurité. On nous parle de l'armement
de nos forces de défense, on parle des capacités militaires qui sont démontrées de façon très ostensible durant les défilés du 7 août. Malheureusement, le l'orpaillage, ce phénomène de l'orpaillage illégal, avec d'autres trafics, on en a parlé, le remblayage à la lagune ébriée, la mafia du foncier, la mainmise de Niambro sur le transport, ce sont des trafics qui peuvent être facilement et rapidement stoppés, mais qui perdurent peut-être à cause d'une raison qu'elles ont toutes en commun, c'est les revenus colossaux qu'elles génèrent. Il faut donc se dire qu'il faut assez de volonté pour ceux qui ont ce travail en main, de tout faire pour s'enlever la cuillère de la bouche. Parlons maintenant de ce énième communiqué du RHDP répondant encore une fois à cette fois une femme politique française. Il s'agit de l'eurodéputée française Angeline Furet, qui appartient au parti Rassemblement National. C'est une jeune dame de 35 ans qui a été élue en 2024. Elle a dit ceci lors d'une session du Parlement européen. On regarde. Au Parlement européen, on nous demande ceci, valider un budget de 3 millions d'euros. Pourquoi faire? Pour permettre à des navires européens de piller les ressources marines de la Côte d'Ivoire. Et ceci au prétexte avancé d'une pêche soi-disant durable. C'est faux, totalement faux. La vérité, la voilà. Cet argent européen ne profitera pas aux populations locales, bien au contraire. Ce pillage de leurs lieux de pêche va aggraver la pauvreté sur place et pousser encore et toujours plus de personnes désœuvrées à immigrer en Europe. Le RHDP a bien évidemment répondu via un communiqué parlant de propos alarmistes. Donc il serait intéressant de regarder. C'est vrai que pour le cas de Jean-Luc Mélenchon qui avait critiqué les conditions d'accession au pouvoir du président Ouattara en 2011 et surtout les manœuvres qu'il avait entamées à partir de 2020 pour se maintenir, le RHDP avait estimé que la critique avait été portée par un homme politique et non pas quelqu'un de l'exécutif ou du parlementaire français. Et donc la réponse devait être celle d'un politique. Cette fois, c'est une élue qui porte des accusations. Elle n'accuse pas directement le gouvernement ivoirien, mais elle fait une critique, en tout cas au Parlement européen, qui justement est dans un accord de pêche dont on va regarder les termes tout à l'heure. Et donc on se demande là, est-ce qu'il aurait fallu, dans ce cas-là, que ce soit le Parlement ivoirien qui réponde, peut-être le président de l'Assemblée nationale, mais voilà, on a vu que c'était le RHDP. La question, c'est de se demander, est-ce que le RHDP est autorisé à répondre ainsi à des préoccupations qui sont faites à l'extérieur? Oui. Très clairement, le RHDP, en tant que parti politique, est autorisé à être concerné par, en tout cas, tout ce qui concerne le pays et la gouvernance du pays. Il est donc très clair que lorsque le gouvernement en lui-même est quasiment totalement issu du RHDP, c'est tout à fait normal que ce parti se prononce en premier sur ces questions. Et on espère que les autres partis comprennent aussi que c'est tout à fait le travail normal d'un parti politique de se positionner, en tout cas, sur des questions qui concernent le pays. Donc c'est très bien que le RHDP l'ait fait. Ça permet d'ailleurs de remettre au goût du jour ce sujet, puisque ce que peu savent, cet accord de pêche a été signé en juin 2025. Donc ce n'est pas quelque chose de récent, ça fait plus d'un an. Si cet accord revient à l'ordre du jour, ça permet à nous tous, analystes et citoyens, de se prononcer sur la question. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit d'un accord de pêche qui à deux volets. Il y a un volet d'abord de 3 millions d'euros qui est reversé à la Côte d'Ivoire pour la signature de l'accord. Et ensuite, il y a un quota, en tout cas, qui est payé pour chaque tonne de thon pêché dans les eaux ivoiriennes. C'est 80 euros par tonne, ça fait à peu près 50 000. Cette signature a eu donc une étape importante parce que c'est la deuxième fois que cet accord est remis au goût du jour. Il y avait déjà l'ancien protocole qui a commencé de 2018 à 2024 et il y a celui-là qu'on observe de 2025 à 2029. Logiquement, il est censé permettre aussi à la fois à l'Union européenne, notamment à 32 navires de l'Union européenne, de fréquenter le port de pêche d'Abidjan et donc de peut-être payer des taxes à la capitainerie. Quand on regarde là, justement, on voit que le ministère avait déjà communiqué sur cet accord de pêche en 2025. Et la Côte d'Ivoire n'est pas la seule. Il y a plusieurs pays qui ont signé aussi ce type d'accord. On peut voir la liste
ici des pays qui l'ont signé et qui l'ont renouvelé. Mais on peut regarder aussi, très intéressant, la liste des pays africains qui avaient auparavant signé ces accords et qui l'ont suspendu. Il y a eu le cas, par exemple, du Sénégal en novembre 2024 avec l'accession au pouvoir du PASTEF et du président Diomaye Faye, et notamment du Premier ministre Ousmane Sonko, qui était très dur sur cette question. Donc le contrat et l'accord avaient été suspendus. Même chose pour le Gabon, et ça c'est beaucoup plus récent, puisque le Gabon a suspendu cet accord en juin 2026, donc il y a juste quelques mois. Du côté du Sénégal, le rapport a déjà été fait, que ce soit par les Sénégalais eux-mêmes, mais aussi par les partis européens, notamment en France. Il y a eu énormément de reportages justement sur le fait que les pêcheurs sénégalais ne trouvaient plus suffisamment de poissons dans leurs eaux et vu qu'eux, ils ont de plus petites embarcations, c'était un peu plus compliqué pour eux, en tout cas, de rivaliser avec les bateaux qui raclent, comme ils disent, qui raclent le sol, bateaux européens. Et donc, le Sénégal avait signé cet accord-là pour 1,7 million d'euros par an, donc c'est beaucoup plus que la Côte d'Ivoire qui ne récupère que 744 000 euros par an. Et ça permettait donc aux navires de pêcher et tout ça. C'est bien moins d'ailleurs que le montant qui a été donné par la Mauritanie, puisque la Mauritanie a négocié 60 millions d'euros pour le même accord. Peut-être que ce n'est plus à l'ordre du jour, hein. Aujourd'hui au Sénégal, on verra. En tout cas au Gabon, ils tiennent le bout sur cette question. Et on peut dire donc que Mme Furé a totalement raison, effectivement, puisque le Rassemblement national, c'est un parti d'extrême droite qui met très en avant la question migratoire. Et donc, ils cherchent tous les moyens pour que les Africains puissent subvenir à leurs besoins chez eux et donc rester chez eux et éviter de se présenter à l'immigration. Donc, Mme Furé, oui, a raison sur cette question. On peut toujours remercier le RHDP d'avoir remis le sujet sur la table. Et quand on regarde les raisons pour lesquelles ces deux pays, et il y en a d'autres, hein, ont refusé ces accords, ils ont surtout parlé d'une faible valeur ajoutée, donc par rapport aux contreparties financières qui étaient versées par l'Union européenne en fonction de la valeur réelle des poissons et des thons qui sont capturés aujourd'hui. L'absence de transformation locale, puisqu'il y a très peu de transfert de technologie, notamment sur la partie pêche. Le manque d'investissement, on en a parlé, mais surtout l'impact environnemental, hein, le risque de surpêche, puisque les quotas théoriques qui sont dans l'accord sont très peu souvent respectés. Donc ça accentue l'épuisement des stocks qui justement accentue la difficulté des pêcheurs de vivre de leur métier et de penser à l'immigration. Et en dernier, cette concurrence déloyale faite aux pêcheurs les pousse justement sur les routes de la migration. C'est exactement ce que veut empêcher le RN. Donc oui, le RHDP a raison de se prononcer sur la question, mais ce qu'on doit se demander aujourd'hui, c'est est-ce que cet accord était aussi intéressant pour la Côte d'Ivoire et si on ne peut pas faire autrement. On va parler maintenant d'une petite polémique qui a débuté sur les réseaux sociaux. On rappelle les faits, hein, depuis plusieurs jours, plusieurs publications en soutien à la pratique de l'excision ont inondé la toile. Ces publications viennent pour la plupart de comptes qui sont installés au Mali, sauf que pour nous en Côte d'Ivoire, c'est une chose qui a beaucoup choqué. C'est vrai que depuis un long moment, il y a une vague conservatrice, hein, qui déferle sur le monde. On a pu le voir dans d'innombrables pays, même des pays qui sont très avancés comme les États-Unis, où avec le retour de Trump à la Maison-Blanche, des questions qui semblaient être des droits de femmes qui semblaient être déjà actés comme le droit à l'avortement, le droit à la gestation pour autrui et d'autres droits ont été vraiment attaqués. Aujourd'hui, nous, en Côte d'Ivoire, on voit des débats sur la polygamie, sur le mariage, sur la place de la femme dans la société ou dans le couple. C'est une mécanique qui nous semble dangereuse, hein, parce qu'elle se met en place en s'infiltrant notamment dans les failles de l'état de droit. Et si vous ajoutez à cela une rhétorique un peu panafricaniste ou de retour aux traditions, qui sous couvert justement du rejet des valeurs occidentales, notamment valeurs qui sont présentées comme corrompues ou néfastes pour la société, on peut parler là de l'homosexualité, des mouvements féministes, il est clair que c'est une vague qui est en train de déferler et qu'il faut déjà arrêter de croire, pour ceux qui sont des adeptes de cette thèse, que les valeurs déjà culturelles africaines sont d'office meilleures pour les Africains et qu'on ne pourrait pas changer ou les discuter.
Il faut aussi arrêter de considérer que les préceptes religieux sont au-dessus des lois. C'est d'ailleurs une question qui a été posée par un internaute et qui a donné des résultats assez effrayants. Il avait demandé est-ce qu'un texte de la Constitution avait prééminence sur un livre saint. Et beaucoup avaient répondu que leur livre saint et leurs préceptes religieux leur semblaient être au-dessus, en tout cas de la Constitution, si jamais il y avait une contradiction. Ce qu'il faut noter aussi, et malheureusement sur ce sujet, c'est d'abord l'étonnant mutisme du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. On se demande s'ils n'ont pas de service de veille numérique, pareil pour le ministère de la Sécurité, puisque comment on pourrait expliquer que toutes ces publications, pour certains en tout cas, puisque ça a été démontré par des internautes, certains Ivoiriens ont non seulement relayé ces propos, les ont validés, et certains même des Maliens qui avaient poussé ces publications vivent et travaillent en Côte d'Ivoire. Et comment se fait-il que justement la force publique ne se soit pas mis en branle justement pour à la fois protéger les femmes victimes qui doivent vivre aujourd'hui avec ce handicap et ce traumatisme, et celles qui doivent subir une violence psychologique en pensant justement à ce que doivent craindre leurs jeunes consoeurs. Pourtant, dans notre pays, la loi elle est très stricte. L'article 5 de la Constitution déjà interdit toutes les mutilations génitales féminines, et dernièrement, on a ajouté d'autres lois, notamment la loi 98-757 du 23 décembre 1998, qui porte répression des violences à l'égard des femmes et qui vient renforcer l'article 394 du Code pénal, comme on peut le voir, et qui dit très clairement que l'excision, en le nommant précisément, cette pratique d'excision est totalement interdite et que tous ceux qui s'en rendent coupables tombent sous le coup de la loi. Par contre, ce qui pose problème, c'est que justement dans cette loi, la justice n'est pas allée jusqu'à condamner les paroles, alors qu'on sait très bien que ce sont les paroles qui précèdent les actes, et donc il faut condamner les paroles. On ne devrait pas, dans la majorité des cas, pénaliser l'expression, mais lorsque l'expression se mue dans la promotion de pratiques interdites par la loi, il est normal que la loi puisse aller jusqu'à ce niveau et sévir. Il y a d'autres cas justement qui montrent que parfois la force publique ne se met pas totalement en branle, ou en tout cas ne travaille pas à donner vraiment une force aux lois qui sont votées. Il y a le cas de la jeune Yélé qui justement avait été violentée par quelqu'un qui justement présenté au commissariat avait sorti comme excuse que dans sa culture, les femmes n'étaient pas autorisées à lui tenir tête, et que c'est en cela qu'il s'était emporté et avait porté ses coups à cette jeune dame. On peut d'ailleurs voir sur l'image que vous voyez à l'écran qu'il n'a pas seulement fait qu'agresser cette jeune dame, il a aussi poussé violemment et sans ménagement sa propre compagne. On se demande donc en privé s'il ne se rend pas coupable justement de violences conjugales. Donc la justice doit sévir, il faut reconnaître et comprendre que l'intrusion du dogme religieux dans les sphères qui sont les sphères publiques, les sphères politiques, les sphères morales, soulève justement des craintes pour les libertés individuelles en Afrique, pour le vivre ensemble aussi. Et lorsque la foi quitte l'intime pour se retrouver dans la loi commune, elle peut engendrer des tensions et restreindre l'esprit critique. Il y a donc urgence à travailler sur ce sujet, notamment peut-être en mettant en place une loi qui justement pénalise le fait de prononcer des paroles dans la promotion des mutilations génitales féminines. Et il faut que ces lois soient portées par nos députés. Je voudrais terminer en disant un grand bravo à toutes ces braves dames ivoiriennes, jeunes pour la plupart, qui n'ont pas laissé se propager ces propos d'un autre âge et qui ont eu des réponses fermes et courageuses. On peut en voir beaucoup par ici. Merci mesdames. On espère que votre engagement ne s'arrêtera pas là. Voilà, c'est la fin de ce numéro de la VAR Actu. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce programme, vous pouvez continuer le débat chez vous. Et si vous le regardez en différé via nos canaux digitaux, n'hésitez pas à liker, partager, commenter ces vidéos. Nous sommes toujours ravis de lire vos avis et vos suggestions. Et si au vu de l'éclairage dont vous avez bénéficié ce soir, vous avez envie de sortir un carton rouge, faites-le. N'oubliez jamais une chose importante. Vous êtes des citoyens. C'est vous l'arbitre, c'est vous qui avez le dernier mot. À dimanche prochain.